Docker, NetBeans et Docker pour valider un peu plus loin. Donc Simon, qui travaille chez Blablacar, va nous faire un retour d'expérience de ce qu'ils ont fait avec les containers chez Blablacar et comment ils ont containeriser sur l'architecture. Voilà, donc tout est déjà présenté. Donc, comme Lionel a dit, je travaille chez Blablacar. J'imagine que tout le monde ici connaît cette licorne française, tout ça, avec tous les mots superlatifs qui sont employés. Moi, je veux plus vous présenter l'aspect technique qu'il y a derrière Blablacar et comment on s'est adapté aux challenges qui sont derrière toute la croissance qu'il y a eu dans cette entreprise. Donc, avant, juste un petit mot quand même, parce qu'on m'a déjà posé la question depuis que je suis arrivé ici. Blablacar est toujours une PME indépendante et n'a pas été rachetée par la SNCF. Voilà. Juste pour avoir une petite idée, qui parmi vous utilise des containers? Ok. Qui en utilise en production? Quelques-uns quand même. Ouais. Bon. Et chez qui ça marche? Bon, très bien. Alors, pour commencer, juste pourquoi est-ce qu'on est allé sur des containers et tout ça? Il faut avoir un petit peu de contexte sur Blablacar. Alors, si on prend un peu la courbe de la croissance en nombre de membres, ça donne un peu ça. Donc, on voit sur les dernières années, c'est un petit peu exponentiel. Et en même temps, on a aussi une expansion internationale qui fait que maintenant, on est dans une bonne vingtaine de pays. Ouais, je parle en français aussi. Et donc, pour faire marcher tout ça, on a quelque chose comme 150 serveurs physiques, bientôt plus, pour faire tourner environ 200 services différents. Et ça représente quelque chose comme plus de 3000 containers. Je n'ai pas de chiffres très précis, mais la dernière fois que j'ai regardé, c'était dans ces eaux-là. Donc, comment on est arrivé là? Donc, Blablacar, ça a commencé il y a une dizaine d'années à peu près. Et au tout début, c'était un petit web hosting chez Online, puis après quelques serveurs dédiés. Et au bout d'un moment, on a racheté des serveurs d'une boîte qui s'en débarrassait. Voilà, on en a eu. Alors moi, j'étais pas encore là, mais voilà, ils ont été rachetés, je crois, 1 euro pièce, quelque chose comme ça. On a commencé à monter le premier rack aux alentours de 2010. Et puis après, on a grossi, on a changé de data center, on est passé à 3 racks, puis à 5, puis à 8. Et là, en 2015, on est passé à 14 racks. Et cette année, on en rajoute encore quelques-uns pour atteindre, en principe, en décembre, on sera à 300 serveurs sur la plateforme. Donc, au cours de cette croissance en nombre de machines, nombre de services, nombre de membres, on a eu tout un effort d'industrialisation à fournir pour que juste ce soit gérable. Parce qu'au début, quand on n'a que quelques serveurs, quand on n'a qu'un seul rack, voire même quand on en a 3, on arrive encore à connaître tous les serveurs, comment ils marchent, ce qu'il y a dessus, assez facilement de tête. Et puis après, l'équipe grossit, le nombre de serveurs aussi, et il faut commencer à automatiser, industrialiser. Assez rapidement, l'équipe s'est mise à des outils comme Chef. Puis après, donc ça c'était pour gérer la configuration sur les serveurs. Puis après, The Foreman pour provisionner les serveurs. Et aussi, plus récemment, Collins pour avoir un inventaire hardware précis quand la page wiki ne suffit plus. Puis on est passé à l'étape suivante. Parce que là, c'est bien, on a réussi à automatiser tout ce qui est installation de nouveaux serveurs et gérer leur configuration. Mais à cette époque-là encore, on achetait des serveurs différents pour chaque besoin. Par exemple, on allait acheter un serveur de tel type avec beaucoup de stockage pour une base de données, puis un autre serveur avec beaucoup de CPU pour faire un front PHP. Et puis voilà, on avait tout un tas de modèles de serveurs différents. Et ça, c'est plus possible quand on commence à grossir, parce que dès lors qu'on a besoin de lancer un nouveau service, on est obligé de lancer à chaque fois une commande de nouveaux serveurs avec tous les problèmes que ça demande.
Donc là, on avait deux choix. Soit on allait dans le cloud, soit on continuait à faire du bare metal comme on faisait, c'est-à-dire à acheter nos propres serveurs dans notre propre data center. Et comme on avait les compétences pour on va dire, gérer ce hardware, l'installation, et on avait aussi les compétences réseau dans l'équipe, on a préféré garder la main sur la performance, sur vraiment sur notre réseau en interne plutôt que basculer dans le cloud. Et surtout, le calcul qu'on a fait, c'est que, étant donné notre croissance, le cloud allait vite devenir plus cher par rapport au fait de gérer nous-mêmes nos propres serveurs physiques. Mais du coup, si on a nos propres serveurs physiques, on ne peut pas continuer à acheter de manière hétérogène. Donc, il a fallu limiter le nombre de modèles de serveurs qu'on pouvait acheter. On a décidé de limiter à un modèle de serveur dans un premier temps. Maintenant, on est à 2. Et de les acheter rack par rack. Et ça permet une chose, ça permet de définir comment le rack est construit, comment est fait le câblage, toutes ces choses-là. Et comme ça, on a filé ça à une entreprise tierce qui gère ça pour nous, qui va installer les serveurs, qui va les câbler. Et nous, à la fin, on fait juste la recette et on n'a plus besoin d'aller en DC parce que c'est eux qui ont fait le boulot, qui sont capables aussi d'aller derrière réparer. Donc ça, c'est aussi un gros gain de temps. Maintenant qu'on a toutes ces baies uniformes et tout ça, c'est pas pour autant qu'on a des services tout uniformes qui consomment tous la même quantité de ressources et qui tiennent bien sur ces serveurs. On a différents services qui prennent plus ou moins de CPU, plus ou moins de disques, plus ou moins de RAM, et il faut réussir à gérer tout ça sur ces serveurs uniformes. À ce moment-là, c'était en 2014, on s'est posé la question, bon, bah, on peut faire de la virtualisation, c'est éprouvé, tout le monde fait ça, voilà, on sait que ça marchera. Mais c'était en même temps, au même moment où les containers commençaient à émerger, et on s'est dit, bon, bah, tant qu'à faire, on va tout de suite passer dans la cour des grands, et puis on va se lancer sur les containers. Donc voilà, à un moment, on a pris cette décision-là, on a dit, on se lance sur les containers, maintenant, il faut qu'on réussisse à faire quelque chose qui marche en production. On a commencé au tout début, bah forcément, comme tout le monde, à utiliser Docker. Et on a réussi à faire quelques petits POC, quelques petits trucs qui marchaient. Mais on s'est vite heurté à des limitations qu'il y avait dans Docker. Comme ça a été dit avant, Docker, c'était adapté à merveille pour tout ce qui est monde du développement. Ça masque toute la complexité qu'il peut y avoir à gérer les API du noyau Linux, parce que c'est ni plus ni moins que ça. Des containers, c'est parler au noyau Linux pour créer des namespaces, des C-groups et tout ce genre de choses. Et ça masque aussi toute la partie réseau. Et derrière, quand on veut avoir un contrôle assez fin sur son infrastructure et qu'on s'intéresse un peu de près au déploiement masse, ce n'est pas forcément le plus adapté. Nous, notamment, à l'époque, on avait gros problèmes à faire fonctionner le réseau comme on voulait, de manière assez flat et tout ça, parce qu'on était dans notre propre data center, on n'était pas dans le cloud, et on n'arrivait pas à le faire de cette manière-là. On avait aussi, à cette époque-là, pas mal de problèmes de stabilité avec le Docker Daemon et tout ça, et on s'est dit, du coup, peut-être que ce n'est pas le meilleur choix, quoi. Et à ce moment-là, il y a Rocket qui commençait à émerger, donc, qui était porté par CoreOS. Et Rocket, c'est un autre runtime de container. L'approche est beaucoup plus system-oriented, quoi. C'est beaucoup moins dev-oriented, beaucoup plus system-oriented, beaucoup plus bas niveau, et aussi plus modulaire. Donc au final, on a commencé à expérimenter là-dessus. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, ok, le produit est jeune, mais bon, il a l'air d'évoluer très vite et il marche déjà assez bien, donc on va construire là-dessus. Une fois qu'on a fait ce choix-là, la question n'est toujours pas résolue, c'est comment est-ce ok, on a un runtime, mais bon, là, on a toute notre production qui tourne avec du chef, tout ça. Comment on passe de ça à tout tourne en container? Bon, on ne peut pas faire bosser, même à l'époque, on n'était pas une équipe énorme, on devait être déjà plus d'une dizaine dans l'équipe architecture. Mais on a quand même pris voilà, une sous-partie de l'équipe, on était environ 4-5 personnes. On a créé une task force dont le rôle, c'était justement de définir le workflow pour construire des containers. Donc on a fait plein de tests de manière
itérative, quoi. Donc voilà, on a commencé par exemple à essayer de construire les containers avec du Docker et puis du Packer en mettant une petite couche de chef. Et puis enfin, on a fait plein de combinaisons, beaucoup d'itérations. À chaque itération, en fait, quand on pensait qu'on peut-être on avait quelque chose là qui pouvait marcher, on impliquait toute l'équipe dans un petit workshop. On leur disait, bon bah voilà, le process c'est ça, allez-y, essayez de construire des containers et puis on va voir comment ça va se passer. Bon, les premières fois ça a été désastreux. Ils ont dit, ah non mais ça marche pas du tout, c'est beaucoup trop lent, c'est beaucoup trop complexe, voilà. Et bah, petit à petit, à force d'itérer là-dessus, on a réussi à faire un workflow qui était de mieux en mieux. Et pour ce faire, on a dû créer nos propres outils parce qu'au final, rien de ce qui existait sur le marché n'avait vraiment encore prévu pour construire des containers. Au final, on a atteint la cible qui était donc d'avoir migré la majorité de la production avant la fin 2015. Donc là, maintenant, je vais vous présenter un petit peu cette nouvelle infrastructure qu'on a fait sur les containers. Donc tout d'abord, on s'est basé sur CoreOS. Alors là, on ne s'est pas beaucoup posé la question, en fait, comme on s'est dit, on veut faire du container. Il y a une distribution qui est faite exprès pour ça, qui est légère, qui est facile à installer, facile à configurer, qui marche bien sur du bare metal. Voilà. Donc on a 100% des serveurs maintenant qu'on installe qui sont en CoreOS. Ensuite, comme j'ai dit, on s'est mis à utiliser Rocket. Et avec un principe assez simple, tout service maintenant qu'on crée doit être en container. Ça paraît gros comme ça, mais au final, quand on a fait notre cycle d'itération sur comment faire le workflow pour créer des containers pour à peu près tout, on s'est d'abord attaqué aux briques les plus compliquées. On s'est dit, bon, bah, allez, comment je vais faire pour faire tourner un SGBD en container, comment je vais faire pour faire tourner, je sais pas, un RabbitMQ en container. Enfin, tous les trucs les plus compliqués, on s'est d'abord attaqué à ça pour être sûr qu'après, on soit capable de tout faire tourner en container. Voilà, donc d'après ce qu'on avait discuté un peu avec les développeurs de Rocket, et aux dernières nouvelles ont été un des plus gros déploiements en production. Maintenant, si vous n'êtes pas encore totalement convaincu, juste pour vous montrer pourquoi le covoiturage avec Rocket, c'est quand même pas mal. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire quand même. Donc maintenant, je vais plutôt vous parler de la partie la plus complexe, à savoir comment est-ce qu'on construit des images de containers. Alors, pourquoi je dis complexe? Parce qu'en fait, c'est super simple, il suffit de faire un Dockerfile et puis apt-get install et youp. En fait, on avait un peu plus de contraintes que ça. Tout d'abord, comme on était sur Rocket, on s'est dit, déjà on va utiliser le format d'image qui est défini par l'APC. Donc l'APC, c'est l'Application Container, et ça permet de définir un format d'image de container et comment les lancer. Donc le format est appelé SCI, et voilà. Donc on s'est basé plutôt là-dessus plutôt que sur les images Docker, même si Rocket peut lancer des images Docker, parce que comme on voulait construire les choses nous-mêmes, une SCI, c'est juste un rootfs et un manifeste à côté. Donc c'est très simple de l'utiliser, de le générer à partir d'autres outils. Donc c'est principalement la première raison pour laquelle on s'est lancé avec ça. Après, bon, il y a d'autres avantages. Par exemple, ça supporte les pods, et puis il y a quelques petites fonctionnalités un peu plus complexes sur lesquelles on s'est appuyé. Donc voilà un peu maintenant les contraintes qu'on avait pour la manière de construire nos containers. Alors, évidemment, il fallait que ce soit rapide. Parce que bon, quand on décide de dire bon, on veut tout passer en container, c'est-à-dire que toute l'équipe va devoir en faire, ça veut dire que faut que le process dépote un peu. Il faut une seule manière de construire les dites images, c'est-à-dire que ça c'était un des principaux reproches qu'on avait fait au Dockerfile, c'est que
quand on regarde un petit peu, tiens, comment on fait pour installer tel truc en container, on regarde un Dockerfile. Alors lui, il a fait comme ça, lui, il a fait comme ça. Et en fait, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Et nous, ce qu'on voulait absolument, c'était une manière de faire les choses. Parce que quand on est dans une équipe qui grossit, bon, il faut essayer le maximum possible de ne pas avoir les choses qui dévient dans tous les sens. Donc c'est plutôt bien d'avoir des standards. Quelque chose qui soit facile aussi à expliquer à tous les nouveaux arrivants dans l'équipe. Là, quand on a commencé les containers, on devait être à peu près 10. Maintenant, on est une vingtaine dans l'équipe. Donc voilà, c'est pour donner un petit peu aussi une idée du challenge. Après, des choses un petit peu évidentes, comme le moins de réplication de code possible. Et un point assez important, toute la partie templating qu'on a voulu ajouter pour être capable de personnaliser les images, non pas au build, mais au démarrage, pour pouvoir construire une seule image, mais qui puisse être démarrée dans plusieurs contextes différents. Par exemple, en développement et en production. Ou alors la même image qui sert pour deux types de clusters différents. Voilà. Donc pour ce faire, on a créé un outil qui s'appelle Digger et qu'on a mis sur GitHub dès le début. Donc Digger, qui s'écrit DGR, comme Rocket s'écrit RKT, on s'est un petit peu inspiré là. Permet de construire une image de container à partir d'une arborescence un peu comme ça. Donc quand vous voyez ça, vous pensez, pour ceux qui connaissent un peu, peut-être à des choses comme Chef, Puppet, parce que vous retrouvez des choses comme Attributes, Templates, et puis un autre répertoire où il y a des scripts. Et en fait, clairement, on s'est inspiré de ça. Si on regarde un petit peu un manifeste, à quoi ça peut ressembler, admettons que je veux construire une image Redis, j'ai juste à dire, bon voilà, le nom, ça va être Redis, sa version, 0.1. Ça, c'est la version de l'image de container. Et puis, qu'est-ce que je veux exécuter dans l'image? Donc là, ça va être Redis Server, avec les arguments. On a choisi de faire un format YAML, alors que le manifeste défini dans la spécification APC, c'est du JSON, mais bon, on s'est dit que c'était plus facile quand même à écrire, le YAML. Et surtout, on a retiré tout ce qui n'était pas forcément nécessaire de mettre, enfin tout ce qu'on pouvait mettre de manière implicite dans le manifeste. Donc ça, c'est-à-dire qu'on écrit un manifeste minimal en YAML, et après Digger va compléter avec tous les defaults qui sont nécessaires pour générer un manifeste valide dans l'image compatible Rocket. Voilà. Et puis un point aussi assez important, c'est qu'on n'utilise qu'un seul exécutable, un seul process par SCI. Et après, si on a besoin de faire fonctionner ensemble plusieurs process, dans ces cas-là, on va utiliser la notion de pod. Donc un pod, c'est quand on fait tourner plusieurs containers dans un même contexte d'exécution. Donc c'est-à-dire qu'ils vont partager l'espace de PID, ils vont partager le réseau, voilà. Mais ils ne vont pas partager le même file system, sauf si on fait des points de montage entre les deux. Voilà. Ensuite, on a une notion, par exemple, qui diffère un petit peu d'avec Docker. On a un mécanisme de dependency, c'est-à-dire qu'on ne va pas builder une image depuis une autre, on n'a pas de from au début. Par contre, on peut dire, voilà, mon image Elasticsearch, là, j'ai changé d'exemple, hein, c'est pour essayer de vous perdre, mais... mon image Elasticsearch, il va y avoir comme dependency Debian et Java, qui sont deux autres images. Donc ce que va faire Rocket quand on va lancer Elasticsearch, il va d'abord extraire Debian, l'image Debian, puis après, au-dessus, il va extraire l'image Java, et au-dessus, il va extraire l'image Elasticsearch. Ce qui fait qu'au final, on a des images assez légères et qu'on peut recomposer de manière assez facile. Voire même, je peux même rebuilder l'image Debian si je veux, sans avoir à rebuilder l'image Elasticsearch. Voilà, on peut faire des choses un peu comme ça. Ensuite, j'en viens à tout ce qui est script, donc le répertoire run levels ici. Là-dedans, on va avoir tout un tas de run levels, je vais en détailler quelques-uns. Notamment, par exemple, le run level build, donc celui-là c'est le plus évident. Il va contenir tous les scripts qu'on va vouloir exécuter depuis l'intérieur du container, avec une fois qu'il y a toutes les dependencies. Donc voilà, un petit exemple. On reprend Redis.
si je veux installer Redis dans l'image, bah, je fais juste un petit script dans run level build qui fait un ptget install Redis server. Et dans cette image, du coup, je n'aurai pas tous les fichiers de Debian, j'aurai juste les binaires Redis et les fichiers qui vont avec, quoi. Ensuite, on a un autre run level qui ne s'appelle pas build, celui-là, il s'appelle builder. Et il permet de builder depuis l'extérieur du container. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de ne pas avoir toutes les build dependencies et les package managers et toutes ces choses-là dans l'image finale. Alors, parce qu'au final, le container, à la fin, l'image de container, elle est immutable. Donc on ne veut pas que pendant l'exécution, rajouter des packages, tout ça, ça n'aurait pas de sens. Donc, avec Builder, on peut dire, bah alors là, je vais avoir, par exemple, si je veux faire un programme Go, ça se prête très bien à ça, Go, parce que bon, on build tout de manière statique. Et bien, je vais dire, voilà, mon builder, il va avoir en dependency SCI Go, SCI Git. Et dans mon builder, je vais dire, bah voilà, on va faire un git clone d'un repo, on va faire un go build, et on va copier le résultat dans le rootfs de l'image finale. Et du coup, dans cette image finale, là, pour le coup, j'ai juste le binaire Go, et j'ai rien d'autre. On peut faire avec, donc là, j'avais des exemples qui se basaient sur Debian, et sur Debian, on ne peut pas lui dire à apt va installer un package dans une autre arborescence. Là, du coup, j'ai fait un exemple avec Gentoo, pour lequel on peut dire ça. Et donc, je vais dire que là, en builder, je vais prendre un Gentoo stage 4, donc qui permet d'installer le package Gentoo. Et pour l'image LightTTPD, par exemple, j'ai juste à faire un emerge LightTTPD. Et comme dans le builder Gentoo, j'ai dit tous les packages qui sont installés, ils doivent être installés dans le rootfs. Ben là, mon rootfs, mon SCI final, ne contiendra que le binaire LightTTPD et les dépendances de ce binaire, mais pas de package manager, pas tous les autres trucs qu'il y a dans une distro classique. Du coup, ça fait vraiment des images très légères. Pour le cas de Gentoo, c'est modulo le temps de build que ça nécessite. Ensuite, je parlais un petit peu des templates. Alors les templates, on a eu une petite idée chez BlaBlaCar. On s'est dit, bon, c'est un peu particulier. Soit je résous du templating pendant le build, mais bon, ça n'a plus d'intérêt parce que je suis obligé de faire autant de builds que j'ai de configuration particulière. Donc le mieux serait d'être capable de le faire au moment où on run. Donc ce qu'on fait, c'est tous les templates, on va les stocker dans les CI, ainsi que les attributs. Et ils seront utilisés qu'au moment où on va démarrer les CI. J'expliquerai ça un peu plus loin encore. Donc par exemple, un template, ça va ressembler à ça, un redis.conf. On va pouvoir customiser le port de Redis. Et on va lui mettre à côté un port par défaut dans les attributs. Si je continue, je retourne là maintenant dans les run levels. Un autre type de script que je peux vouloir exécuter, ce sont les scripts de prestart. Donc comme j'ai dit, les templates, nous, on veut les exécuter au prestart. Mais on s'est dit, des fois, ça peut être bien d'exécuter d'autres types de scripts avant de faire le templating ou après de faire le templating. Typiquement, une fois qu'on a fait le templating, des fois, ce qu'on veut faire, c'est initialiser une base de données ou créer des données particulières en fonction de l'instance qui vient d'être démarrée. Donc pour ce faire, c'est qu'on crée des scripts dans un dossier prestartlate, par exemple, qui vont nous permettre de faire ça. Juste deux petits mots sur ces histoires de prestart, dont je parle depuis tout à l'heure. En fait, ça c'est quelque chose qu'on peut faire typiquement avec les SCI, parce qu'il y a un hook dans le manifeste qui permet d'exécuter un process particulier avant d'exécuter le process principal. Donc en fait, nous, dans cette phase-là, on exécute le prestart digger qui va déclencher toute cette phase de prestart. Et après, le programme principal est exécuté.
Ce serait possible de faire ça avec du Docker, mais auquel cas il faudrait un système d'init à l'intérieur du container pour prendre en charge cette logique. Je vois qu'il y en a qui approuvent. Un autre truc assez cool aussi qu'on s'est dit qu'il fallait rajouter à un moment ou un autre, c'était les tests. Parce que bon, c'est bien beau de builder tout plein d'SCI pour tout. Si on ne peut pas les tester, c'est un peu dommage. On a commencé petit. On a commencé avec des tests BATS. Donc, par exemple, si on veut tester une image pour lancer une image qui fait du Nginx, ben on peut écrire 2 petits tests comme ça, juste pour vérifier qu'on a bien le process Nginx qui est présent et qu'il écoute bien sur le port 80. Voilà. Un petit récapitulatif de tout ce que nous permet Digger. On a Digger init, donc ça c'est un petit peu comme les chefs init, tout ça, qui permettent de créer une arborescence d'exemples. Voilà. On a Digger try, lui permet de tester les templates contre les attributs qui sont dans l'arborescence, pour voir qu'on ne s'est pas planté entre les templates et les attributs, là j'ai mis un S, là j'ai pas mis de S, avant de builder, de lancer, et puis de se rendre compte qu'au final ça plante. Ça, c'est pour attraper les erreurs un peu plus tôt. Digger build, bon bah, ça build. Digger test, bah, ça prend l'image buildée et puis ça exécute les tests dessus. Digger install, ça va prendre l'image et ça va la mettre dans le local store de Rocket. Et Digger push, bah, ça pousse dans une registrie distante. Je ferai juste une petite démo rapide si j'ai le temps tout à l'heure. J'ai parlé de pods tout à l'heure. Les pods, on utilise ça tout le temps. Parce que généralement, on a toujours au moins 2 process à faire tourner ensemble, ne serait-ce que le process principal et le process qui monitore le process principal. Donc les pods, comme j'ai dit, ça permet de grouper plusieurs containers dans un même contexte. Donc Digger permet de créer un petit peu cette glue entre ces différents containers en créant des SCI correspondantes. Donc là, par exemple, on a un pod manifeste pour une application PHP, dans lequel on va avoir une image, un container Nginx, et à côté, un container PHP avec notre application qui ici s'appelle MyApp. Donc derrière Digger, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer 2 images. Il va générer PodMyApp SCI Nginx et PodMyApp SCI PHP. Et derrière, on va pouvoir les lancer directement sur la ligne de commande Rocket de cette manière. Et donc ça lance un pod. J'ai parlé aussi tout à l'heure de contextualisation. J'ai dit, ça peut être bien des fois de lancer la même SCI, le même container, mais dans différents contextes, en dev, en prod, dans le cluster A, dans le cluster B. Donc du coup, ce qu'on a fait pour ça, c'est qu'on a créé, on utilise une variable d'environnement un peu spéciale qu'on appelle templater override, et qui va contenir un JSON avec dedans tous les attributs qu'on va vouloir overrider. Donc ça, on le génère à partir encore on a un mécanisme pour le générer à partir d'attributs YAML. Et donc c'est cette variable-là qui est injectée au démarrage du pod et qui sera prise en compte pendant le pré-start pour overrider tous les attributs qu'on a définis. Voilà, donc on la passe comme ça sur la ligne de commande. Et là, vous voyez que ici, j'ai utilisé du templating. Ici, j'ai mis, on passe un fichier YAML à une variable d'environnement. Et tous ces trucs-là, on a un petit outil pour les faire. C'est un peu notre tambouille interne. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de logo. Le projet est quand même open source si vous voulez regarder, mais c'est quand même assez spécifique à ce qu'on fait. Et GGN, ça s'appelle. Ça permet de définir tous les services qu'on a à Blablacar
Donc dans chaque service, on va avoir la manière dont on va le lancer. On va avoir aussi tous les attributs spécifiques à ce service. Donc on définit ces services-là par environnement. Donc un environnement chez nous, c'est une combinaison de data center et prod, pré-prod, tout ça. Mais ça peut être aussi un environnement de développement. On a un environnement Ops pour juste tester des clusters dans notre petit bac à sable. Et derrière tout ça, la manière dont on parle à notre prod pour le moment, c'est en utilisant Fleet. Donc Fleet, c'est un truc très simple, c'est tout bête. C'est CoreOS encore qui l'a fait. Ça permet de scheduler des unités systemd à distance. Donc c'est pour ça ici que dans mon petit exemple, vous voyez quelque chose qui ressemble à une unité systemd. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça et pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé tout de suite un orchestrateur super puissant? Déjà, les orchestrateurs super puissants, ils sont encore super jeunes. Et on voulait commencer par avoir les choses, les bases stables, quitte à après avoir quand même encore quelques étapes manuelles, parce qu'au final, c'est nous qui déterminons encore sur quel serveur particulier se lance quel service. Mais on a quand même un gros gain par rapport à avant. C'est que maintenant, si on veut changer de serveur, on change une ligne de configuration dans notre fichier YAML, et voilà à quoi ça ressemble du coup l'arborescence GGN. Donc là-dedans, on va avoir tous nos services définis. Et comme je dis, c'est juste, tout est défini dans des fichiers YAML comme ça. Et si je veux rajouter un serveur Redis ou un pod Redis ou en retirer un, tout ce que j'ai à faire, c'est éditer ce fichier-là et lancer une petite commande ggn, l'environnement, le service update, et ça va parler à Fleet pour faire les modifications. Donc c'est du, on va dire, semi-automatisé. Voilà, donc ensuite, un autre point quand même assez important de notre infrastructure, parce que c'est bien beau en fait de se dire je mets tout en container. Le problème, c'est que les containers, on a envie de profiter de tout ce que ça peut offrir. On a envie de pouvoir lancer des nouveaux containers pour un service donné parce qu'on a besoin de plus de capacité. On a envie de rajouter des nouveaux clusters à droite, à gauche, tout ça. Donc on se retrouve avec une infrastructure qui est beaucoup plus dynamique que ce qu'on pouvait avoir avant. Et du coup, qui dit infrastructure plus dynamique, c'est qu'on ne peut plus la gérer de la même manière en mettant nos petits enregistrements dans le DNS, et tout ça. Ça devient un peu plus délicat. Donc, on a fait ce qu'on appelle de la service discovery. Donc ça, c'est un truc pas mal à la mode qu'on voit un petit peu partout. On en a reparlé avant dans la présentation de Docker. Ce qui se cache derrière ça, c'est plus ou moins de se dire, bon, on va référencer tous nos services quelque part, et puis quand on veut parler à un service, on va aller parler à ce quelque part pour savoir où sont les services. Le DNS, c'est plus ou moins un genre de service discovery. Hein. C'est juste que là, on va vouloir quelque chose de très dynamique. Pour ça, au début, on a utilisé Smart Stack de Airbnb. Donc Smart Stack, je vais expliquer le principe juste après. Nous, on aimait assez bien le principe. En fait, on aimait tellement ça qu'après, on a voulu l'améliorer. Et au final, au bout de quelques temps, on s'est dit, on va le réécrire complètement en Go. Et du coup, ça a donné GoNerve et GoSynapse, toujours sur notre repo GitHub. Donc je pourrais expliquer un petit peu pourquoi on a fait cette réécriture après. Donc rapidement, qu'est-ce que ça fait? Je vais avoir un service, mettons une base de données, et cette base de données, elle est monitorée par un GoNerve. Donc le GoNerve, il va juste être dans le même pod, et il va regarder si la base de données elle est disponible. Si elle est disponible, ou même si elle n'est pas disponible, dans tous les cas, il indique l'état dans une base de données Zookeeper. Donc Zookeeper, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu comme etcd, c'est une base de données clé-valeur hautement disponible. De l'autre côté, on va avoir une application qui, elle, veut parler à cette base de données.
elle, dans son pod, elle va avoir un HA proxy et un Go Synapse. Donc le Go Synapse, lui, va aller voir dans Zookeeper quels sont les pods disponibles pour le service donné, et il va renseigner ça dans le HAProxy. Le HAProxy, lui, va se reconfigurer à la volée. Du coup, tout ce qu'a fait l'application, c'est de parler sur localhost au HAProxy, et derrière, la requête, elle est redirigée vers les backends qui sont disponibles. Donc voilà, c'est aussi bête que ça. Alors après, pourquoi est-ce qu'on a réécrit tout bêtement, c'est qu'on avait besoin de fonctionnalités un peu plus avancées, comme par exemple quand on a beaucoup de trafic, quand on rajoute un serveur de base de données sur un site comme Blablacar, si on le met pouf directement, j'ouvre les vannes d'un seul coup, la base de données elle tombe. Et ça se voit, on se retrouve avec des temps de réponse très mauvais sur le site pendant quelques minutes. Donc ça permet, donc ce qu'on a rajouté, c'est notamment de faire du warm-up. Dire on va envoyer une toute petite partie des requêtes sur la base de données qu'on vient de rajouter, et le temps que les caches se chauffent, et comme ça, une fois que les caches sont chauds, on peut envoyer la sauce. On a rajouté aussi des petites fonctionnalités, comme par exemple, des fois on veut juste, même si la base de données, tout va bien, tout ça, on veut quand même la mettre en maintenance pour exécuter une opération X ou Y, donc on a rajouté ces fonctionnalités-là. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit plus tôt, on a encore pas mal de choses qui sont assez basiques, comme l'orchestration. On est sur un fleet, comme je disais, semi-automatique. Et là, maintenant, ça c'est le gros chantier en ce moment à Blablacar, c'est de se dire, maintenant on va peut-être passer en full automatique, faire comme les grands. Et du coup, il y a eu cet été l'annonce du support de Rocket dans Kubernetes. Ça donne du Rocket Netis. Et donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, sur lequel on fait tourner pour le moment juste du test et de la pré-prod. Mais on devrait commencer à avoir les premiers services de prod d'ici la fin de l'année, je pense. Je ne sais pas trop combien de temps il me reste. 5 minutes. Bon, allez, on va essayer de faire une petite démo de 5 minutes de comment fonctionne Digger. Hop. Est-ce que vous voyez là? Donc là, je lance juste une petite machine Vagrant. Vous voyez plein de unit fail, mais c'est normal, je n'ai pas accès au réseau Blablacar depuis ici. Donc déjà, si vous voulez tester Digger, le plus simple, c'est de récupérer le repo GitHub, et dedans, il y a un petit répertoire exemple, et dans lequel il y a pas mal d'exemples assez différents les uns des autres. Donc maintenant, disons qu'on va reprendre le truc Redis de tout à l'heure. Je vais créer une nouvelle SCI Redis. Je vais avoir créé un répertoire Redis comme ça. Dedans, je vais me créer un petit manifeste, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Donc je vais le créer depuis Debian. Et voilà, on va exécuter directement Redis Server. Ensuite, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis un petit template, un petit redis.conf, sur lequel j'ai variabilisé le port sur lequel se lance Redis, le nombre maximum de clients et la max memory. Du coup, tous ces paramètres-là, je les ai mis dans les attributs pour avoir des defaults. Donc on va dire, voilà le port par défaut, le nombre max de clients. Voilà. Et en fait, une fois qu'on a ça, tout ce qu'on a à faire, c'est faire un petit Digger build. Donc là, on voit qu'il récupère l'image Debian. Derrière, il exécute. Alors ça, j'en ai pas parlé. Il exécute un petit apt-get update. Vous avez vu, il n'était pas marqué l'apt-get update. En fait, c'est un autre run level qui, lui, il s'appelle inherit build. Et en fait, c'est un run level qui est déclenché que s'il y a une autre SCI qui dépend de cette SCI et qui veut faire un build. Donc typiquement, dans l'SCI Debian, on a mis en inherit build early, on a mis
apt-get update. Comme ça, on n'a pas besoin de le refaire dans toutes les SCI qui se basent sur SCI Debian. Et de la même manière, on a une init build date qui nous permet de faire le ménage dans tous les fichiers de cache et tout ça de apt pour ne pas avoir à le faire dans toutes les images qu'on a. Donc voilà, j'ai fait mon digger build, là il me dit que tout va bien. Donc si vous vous souvenez, on a le digger install pour le mettre dans le local store. Voilà. Maintenant si je retourne voir ici, là on voit que j'ai... alors ça c'est les containers que j'ai lancés, c'est mes tests de tout à l'heure. Voilà, les images en local. On voit qu'il y a 16 secondes, j'ai rajouté l'image Redis. Bon, maintenant, je vais la lancer. Alors, il faut savoir que Rocket a plein de sécurité par défaut, ce qui est bien en fait. Notamment, il va limiter les capabilities, il va utiliser tout un tas d'autres mécanismes, et il va vérifier la signature des images. Là, même si Digger peut signer les images, là, je n'ai pas mis en place tout le mécanisme pour le faire. Donc, je vais lui dire, on ne va pas mettre les options de sécurité de l'image. Voilà. Et je lance mon image. Et là, bon, on ne voit pas très bien parce que la résolution elle est toute petite, mais en fait, il m'a bien lancé le serveur Redis, et on voit qu'il a utilisé le port par défaut. Donc juste pour vous montrer rapidement ce que la customisation run. Alors comme j'aime pas écrire des JSON, tout ça, je vais faire du copier-coller, hein, j'ai préparé la ligne avant. Mais là, on voit que j'ai mis la variable templater override avec, en surchargeant le Redis global port, et j'ai mis 1, 2, 3, 4. Donc je lance ça. Et là, si on remonte, on va voir que maintenant le port utilisé, c'est bien 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, c'était vraiment une démo très courte, parce que je voulais garder un peu de temps pour les questions. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez des questions? Peut-être rallumer un peu celui-ci. Ah. C'est le matin. Digger, la plupart de nos outils d'infrastructure, on les écrit en Go. Alors au tout début, Digger, c'était quand je vous expliquais toutes les itérations qu'on a fait très tôt, c'était des scripts bash, c'était des trucs tout moches. Puis au bout d'un moment, plus on voulait faire des trucs complexes, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose d'un peu plus solide, et on a écrit ça en Go. Alors la question c'est, est-ce qu'on envisagerait les choses différemment au vu de ce qu'on sait maintenant par rapport au choix technique qu'on a fait? Là, j'ai envie de dire qu'en fait, on est plutôt content de ce à quoi on est arrivé. On est plutôt content de là où Rocket est arrivé. En fait, ils ont même fini par faire plus de choses que ce qu'on avait pensé au départ. Et on a réussi à construire nos outils autour. Donc, en fait, j'ai pas de raison à leur souhaiter de prendre un autre chemin. Peut-être qu'il y aurait des choses plus simples. Probablement, il y aurait aussi des choses plus compliquées. Et quant à la question sur ce qu'on regrette de faire les choses sur du bare metal avec du Kubernetes, par exemple, au lieu d'être travaillé dans le cloud, non, pas spécialement, parce qu'au final, on est quand même très content d'avoir gardé cette maîtrise sur notre infrastructure. Ça nous permet une très grande souplesse, surtout maintenant qu'on est en train d'essayer de penser à ouvrir plusieurs data centers pour, on va dire, à la fois être plus résilient, mais aussi être plus près des pays qu'on dessert.
Et en fait, le cloud, c'est pas magique, quoi. De toute façon, c'est juste que ça abstrait certains trucs, qui fait qu'au au démarrage, ça va beaucoup plus vite. Mais quand on est à faire des choses un peu plus complexes dans l'infrastructure, on est obligé de comprendre ce que fait le cloud derrière pour faire les choses au mieux. Donc ça revient au même que de les faire soi-même, quoi. Donc non, au final, on ne regrette pas. Voilà, ça abstrait, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors ouais, la question c'est, du coup on a créé Digger pour construire les images, pour les pousser, tout ça. Est-ce que Rocket supporte ce genre de mécanisme? La réponse c'est non. Contrairement à Docker, ils n'ont pas voulu tout inclure dans leur outil, ils ont juste dit, bah, nous on fait juste le runtime, on fait juste donc le programme qui va parler à systemd, qui va parler au noyau, qui va démarrer le container, et qui va gérer les images sur disque. Mais ça ne fait pas de build et ça ne fait pas de push. En fait, nous, on a vu ça plutôt comme un avantage, parce qu'en fait, quand on se plonge un peu dans le code de Rocket, comme ça nous est arrivé de temps en temps, bah, du coup, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de lignes de code. Et du coup, on est un peu plus confiant à faire tourner ça sur notre infrastructure. Après, du coup, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'emblée tous ces outils-là, et c'est un peu ce qui fait la force de Docker, c'est que du coup, avec juste la CLI Docker, on peut tout faire, on peut créer des images, on peut les pusher, on peut tout. Et là-dessus, c'est génial, quoi. Je pense que les containers ne seraient pas aussi démocratisés s'il n'y avait pas eu ça. Et nous, on a juste voulu, en utilisant un peu le Rocket, qui du coup nous semblait plus simple, plus safe à faire tourner, construire les outils qui nous permettent de faire des choses pour configurer des containers dans une infrastructure un peu plus complexe, quoi. Donc Digger, c'est un peu à ça que ça répond. Ça sert à la fois à builder le container en utilisant un framework un peu standardisé. Donc c'est pas juste chacun fait son Dockerfile comme il veut dans la team. Maintenant c'est standardisé. Donc si je vais regarder l'image qui a été construite par mon collègue, je vais tout de suite comprendre comment elle fonctionne. Et ça permet aussi de gérer tout ce qui est le pré-start du container. Donc, ce que j'expliquais, les scripts qu'on veut exécuter pour préparer le file system dans certains cas, et surtout tout ce qui est templating des fichiers de configuration. Donc comme ça, on n'a pas à le gérer à chaque fois qu'on n'a pas à le gérer avec, par exemple, ceux qui connaissent un convd à chaque fois que dans chaque image, quoi. C'est qu'on a Digger en prestart pour s'occuper de cette partie-là. Bon, ben, merci. Pourquoi le Go? Alors au début, c'était juste pour le hype, en fait. Non mais voilà, pour dire les choses clairement, en même temps qu'on expérimentait, on s'est dit, bon bah là on a besoin d'un petit programme tout bête pour faire du merge d'attributs et tout, et on n'arrivait pas à le faire en bash. On s'est dit, bah tiens, comment on ferait ça en Go? Et donc ça a commencé comme ça. Puis après on s'est dit, ah bah tiens, le Go en fait ça peut être pratique pour pas mal de choses dès lors qu'on veut manipuler. En fait, on s'est rendu compte que le Go c'était un peu le bash moderne, quoi. C'est que maintenant ça permet d'écrire des programmes nettement plus complexes, mais sans pour autant que ce soit compliqué de parler au système, quoi, de faire des execs un peu pour quand on n'a pas prévu d'implémenter des trucs compliqués, ce genre de choses. Voilà. Dernière bon, c'est fini? Ouais, fini, allez. On peut voir après. Merci en tout cas.